Oui, vous ne voulez pas ça. Nous pouvons passer à tout. Très bien, alors si vous posez la question, posez-la. Et que pouvez-vous nous dire à propos du célèbre cas de la Tunguska? Le cas est célèbre vraiment, mais je ne peux rien dire parce que je l'évite ces cas dans mes rapports, dans mes discours, pendant des conférences. Pourquoi? On l'appelle la météorite de la Tunguska. Donc il y a deux éléments liés déjà ensemble. Et comme la météorite, ce n'est pas ce que je fais moi, j'évite ces problèmes. Pourtant, je pense que cet événement est lié à ce qui m'intéresse. À ce qui m'intéresse, bien sûr. Mais comme tout le monde utilise deux mots, la météorite et la Tunguska, j'évite ce problème. Parce que pour le moment, on ne peut rien montrer. On ne peut rien prouver. Les événements ont eu lieu en 1908. Les témoins sont morts. Il ne reste rien. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit sur place. Mais ce dernier temps, il y a encore une tournure dans ces discussions. On a trouvé justement un morceau de météorite, mais très loin de la place. Et on pense que peut-être le corps, en tombant, a ricoché. Peut-être. Qui sait? Les Japonais pensent à leur manière. Ils pensent que c'est un vaisseau cosmique, des ancêtres des Japonais, qui est parti du Japon et qui voulait revenir, et voilà la catastrophe. Ils sont venus à la place de la Tunguska pour ériger un monument. Donc là, il y a déjà un monument, fait par les Japonais. Il n'y a pas de reste, mais il y a un monument. C'est bon. Et qu'est-ce que c'est le cas de Robot Zero? Le cas de Robot Zero est célèbre parce que il y a une documentation très forte dans les archives d'État. Ces documents datent de 1663. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de cet objet, qui avait 40 mètres de diamètre, alors cet objet a voyagé et il a fait 2 fois aller-retour au-dessus du lac. Et comme c'était juste en face de l'église, et comme c'était un dimanche, comme c'était justement le temps de faire la prière, il y avait beaucoup de témoins. Et tout le monde a vu ça. Donc ce cas est intéressant parce qu'il est vraiment enregistré, bien documenté, et là on ne discute pas. Et puis donc le scribe qui a consigné ce document, qui a rédigé son rapport, il a eu peur vis-à-vis de ses supérieurs religieux. Alors, donc il était très strict, il a posé la question à tout le monde, y compris les religieux de la région, pour rétablir la suite des événements et pour envoyer ce document au centre. Et savez-vous quelque chose du cas de Zlachevo? Oui, je sais beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse, pourquoi poser la question? Et d'où vous savez cette histoire? Et nous l'avons lu dans la presse française. Française? C'est quelle presse qui parle de cela? Si ça vous vient à l'idée, non? Non, je ne me rappelle pas. Le cas de Zlachevo, c'est un cas quand un chauffeur, un moscovite, a été conduit à l'intérieur d'un objet. C'est près de Moscou, près de la ville de Mojaïsk, un petit village. Et ce chauffeur, il était né dans ce petit village de Zlachevo. Et pendant la guerre, lui et ses parents ont quitté cet endroit parce que c'était la guerre, pour se fixer à Moscou. Et voilà, chaque été, il venait toujours sur cette place pour pêcher, pour se reposer. Il aimait ce coin, son petit coin natal. Et voilà un jour, quand il voulait partir pour prendre le bus et par la suite pour prendre le train de banlieue pour aller à Moscou, voilà, il a senti une résistance qui est invisible. Il ne pouvait pas franchir cette résistance. Or, la route était droite,
il a fallu traverser une pelouse, mais il ne pouvait pas le faire. Et alors, il a dû contourner, contourner quelque chose qu'il ne voyait pas. Et il a été tellement fatigué qu'il a voulu se reposer un peu après cet effort. Et à ce moment-là, donc, quelqu'un l'a pris comme ça, et il ne servait plus rien. Il croit qu'il était à l'intérieur de cette zone. Il monte quelques marches et il se trouve à l'intérieur d'un objet. Il y a un personnage, il y a encore un autre, mais ce deuxième personnage ne le regarde pas. Aucun intérêt. Celui-ci qui était avec lui, bon, il l'a installé devant un tableau, il l'a mis sur la tête, et on ne sait pas de quelle manière il posait les questions en jouant sur un clavier, il paraît. Et puis, le précipice, qui ne se rappelle de rien, il se trouve encore là où il était, quand il voulait se reposer. Et voilà, il regarde la montre, plus de bus, plus de train. 2 heures sont passées. Voilà. C'est son histoire. Après, il revenait là-bas, mais chaque fois quand il était là-bas, il ne se sentait pas à son aise. Quelque chose de gênant. Alors ça, c'est en quelques mots. L'histoire est grande et énorme. Voilà. Mais avez-vous étudié personnellement cette histoire? Justement, la chance a voulu que je sois parmi 5 premières personnes à être là-bas. Pour visiter cette place, pour voir le comportement du témoin, pour l'écouter sur place, c'était comme ça. Et on a vu des cas d'abduction dans l'Union soviétique. Vous savez, est-ce que, enfin, vous appelez ce cas abduction? Donc, C'est ça. Non, nous n'avons pas... Non. Voilà, le cas de Slashchevo, d'après vous, c'est abduction? Pour 2 heures. Non. Moi non plus, je ne pense pas. Mais quand même, contre la volonté de la personne, on le tire dans un objet, pour 2 heures. Quand même, on viole les droits de l'homme. Peut-être, si vous voulez qu'on parle comme à l'ONU. D'accord, mais je connais seulement un cas d'abduction qui a duré plus de 4 heures, 4 heures et demie après. Et là, il paraît que l'homme a voyagé. On voit à ce qu'il raconte. Voilà. Des cas de mutilation de bétail? Jusqu'à présent, aucun cas. Parce que si quelqu'un crie d'un village, voilà, donc j'ai perdu mon chien ou quelque chose, ce n'est pas suffisant. Non. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Parce que vous savez, quand je vois le film américain, et là je vois comment sont mutilées les bêtes, je comprends que l'opération a été sérieuse. Il a fallu utiliser des appareils spéciaux pour cela. Non, nous n'avons pas de cas comme ça. Et cercle dans la plaie? Non plus. Hier, j'ai écouté avec intérêt ce que disait aisément, mais si vous voulez savoir la vérité, c'est plutôt un spectacle. C'est pas sérieux, un spectacle. Il a montré beaucoup de photos truquées, surtout la photo de la Fergana, qu'on appelle, soi-disant, 7000 ans. Non, c'est faux. Absolument. Mais c'est un spectacle pour le public. Le public qui paie pour passer 2 heures dans une salle de spectacle, ce public aime les histoires pareilles. On a volé, on a mutilé, on a... Je ne sais pas. J'ai eu quelques questions avec les gens. Alors, celle de ces mois, au KGB, ce n'était pas son travail. Parce qu'avant de devenir vice-président, il était chef d'un grand département. Il ne s'occupait pas de tout. Il avait d'autres charges. Alors maintenant, devenu vice-président, pour quelques mois, parce que c'était la fin de l'Union soviétique, il n'a pas eu le temps de chercher de pureté dans les archives. Donc voilà, on a demandé, il a entendu. C'est intéressant, mais ce que je pense moi, c'est que si ce n'est pas au KGB, mais quelque part, il
doit y avoir un document intéressant. Parce que moi je sais ce qu'il faut chercher. Nous connaissons quelques cas très sérieux et nous cherchons partout.